Vous êtes sur la Panafricaine Midi 1. Merci de nous rester fidèles. Toujours un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer ensemble des thématiques liées évidemment à cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de Génération News, 2 thématiques, 4 invités. Et avec nos invités du jour, nous allons pour la première partie plancher sur... On parlera un petit peu du regard de l'autre. Pourquoi aujourd'hui on se laisse facilement influencer par le regard de l'autre? On en saura un peu plus en première partie d'émission et en deuxième et dernière partie d'émission, on parlera du courage et de la peur. Et je suis avec mes invités du jour, ce sont des habitués de Génération News. Nous avons Edwin, diplômé en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci Régis. Plaisir partagé, on l'espère également pour Genèse. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau Génération News. C'est moi qui vous remercie. On remercie également Junior. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est la deuxième participation, je crois, à l'émission. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, Régis. Et on accueille un nouveau sur ce plateau Génération News, notre ami Rostel. Vous êtes étudiant en informatique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est moi qui vous remercie. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Junior, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le ton de cette première partie d'émission. On parle du regard de l'autre, notamment quand on parle du regard, on fait allusion à la vie en général. Pourquoi aujourd'hui ça dérange? Pourquoi on a l'impression que pour vivre aujourd'hui, il faut avoir le diktat de la société, ce regard-là qui dérange? Pourquoi? Bon, le véritable problème, c'est d'avoir une vision dérangeante du regard des autres. Parce que ne l'oublions pas, les autres ne sont qu'un miroir de notre propre réalité. Et dans un monde où nous sommes obligés de se côtoyer les uns les autres, pour chercher du travail, par exemple, on a besoin d'aller passer un entretien. Et c'est dans le regard de l'autre que l'on trouvera la satisfaction d'avoir un travail et par conséquent, un moyen de subsistance. Mais qu'est-ce qui dérange dans le regard de l'autre, justement? Ce qui dérange dans le regard de l'autre, de manière générale, c'est le jugement. Car oui, l'être humain a horreur d'être jugé, même si derrière, il adore juger les autres. Par voie de conséquence, si ce dernier se retrouve jugé à chaque fois qu'il pose un acte, si aujourd'hui, il fait tomber une pièce de 100 francs et on lui rappelle à chaque fois qu'il y a des personnes qui ne mangent pas dans X ou Y pays, il se sentira mal et à la fin, il aura peur à chaque fois de commettre certains actes ou avoir certains accidents. Et au final, le regard des autres deviendra un poids, une épée Damoclès qui pèsera toujours au-dessus de sa tête. Et on comprendra aisément que le regard des autres deviendra très dérangeant pour lui. Rostel, est-ce que justement le regard de l'autre, c'est quelque chose sur... vraiment, est-ce que c'est un point sur lequel tu t'arrêtes parfois? Est-ce que tu prends ça en considération, le regard de l'autre? Oh oui, tout à fait. Ça dépend aussi dans quel contexte en fait on parle de ce regard. Parce que après... le regard, déjà, avant tout, pourquoi est-ce qu'il faut-il se passer du regard des autres parfois? C'est déjà le fait de s'émanciper des jugements ou bien des attentes personnelles des autres personnes. Exactement. Donc, ça pourrait aussi faire à ce que nous ne puissions pas, à ce que nous puissions éviter en fait le fait d'être jugé et autres par rapport à ce que les autres diront de nous. Et ça peut aussi freiner un peu l'épanouissement personnel et professionnel. Est-ce que toi, tu prends en considération les regards? Parce que c'est vrai, quand on parle de regard, Junior parlait tout à l'heure de jugement. Est-ce que le jugement, c'est quelque chose que tu prends en considération? Tu l'as dit, ça dépend de la situation, certes, mais est-ce que c'est vraiment des choses que tu as cette facilité à accepter, à accueillir? Oh oui, surtout quand c'est constructif en fait. Donc, on peut te faire des remarques dans peut-être quelque chose que tu fais, tu essaies d'entreprendre un truc, tu expliques aux autres que j'ai un tel projet, j'ai une telle vision. Et les avis ne seront toujours pas positifs. Donc, dans ce net moment, on doit faire le filtrage des avis que les autres vont donner, prendre ce qui peut nous aider à progresser. Et d'avoir un côté très sélectif en fait dans le jugement et dans le regard qu'on peut porter sur ce que tu mets en place. Edwin, pour s'accrocher à la thématique justement, pourquoi faut-il se passer du regard de l'autre? Bon, il faut dire que pour moi, je considère le regard de l'autre, je le dis très souvent à chaque fois ici, je ne sais pas si toutes les thématiques ont toujours un lien avec le regard, mais en fait, le regard de l'autre peut être considéré
comme une pièce à double face. Il y a la bonne et il y a la mauvaise face. Comme ils l'ont dit, le regard de l'autre permet de se remettre en question. Le regard de l'autre sert à s'arrêter un temps soit peu. Donc il y a des avantages quand même dans ce... Tout à fait, il y a des avantages. D'accord. C'est-à-dire, c'est une sorte d'interpellation, si je peux le dire ainsi. Si on prend une trajectoire et que l'on est interpellé, c'est pour nous dire que peut-être la route ou le chemin pris n'est pas le bon. Il faut essayer de revoir la façon de faire. Mais il y a un danger dans le regard de l'autre, c'est qu'il peut aussi nous détourner des objectifs que nous nous sommes fixés. C'est plus ce côté-là qui pousse les gens, on peut le dire ainsi, à se replier ou à ne pas prendre en compte ce regard. Parce que le plus souvent, le regard de l'autre est orienté par rapport aux attentes que ces autres ont vis-à-vis de nous. Ils ne prennent pas en compte nous ce qu'on veut. Eux, ils aimeraient qu'on aille d'une certaine façon ou qu'on marche d'une certaine façon qui serait peut-être bénéfique pour eux. Ouais. Mais ils ne voient pas notre épanouissement personnel. Il y a un dictat de la société. En fait, on nous range dans des cases et si voilà, tu n'es pas... Par exemple, pour un enfant qui va apprendre, le parent aura tendance à lui dire fais telle ou telle formation, suis tel parcours, fais comme mon frère, ma soeur, alors que cet enfant veut peut-être se tourner vers une autre formation. Et à ce moment, il n'est pas épanoui et ce regard peut être dangereux. On parle du regard de la société, mon cher Genèse. Pourquoi sur le continent, le regard de l'autre a une perception très péjorative aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on parle du regard de la société, on ne voit pas les avantages que Edwin vient d'énumérer. On voit beaucoup plus une connotation péjorative. Pourquoi? C'est parce qu'en première vue, c'est déjà le dictat de la société dont vous veniez à peine de parler. Et le vrai problème, c'est parce que lorsqu'on se soucie trop du regard des autres, on est en train de tuer en nous notre authenticité. On s'interdit des choses. Hein. Voilà. Ouais. Justement, en parlant de cette interdiction, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus selon nos convictions, nos propres valeurs, on fonctionne maintenant selon... les autres, et donc ça va un peu dans leur intérêt à eux, au point où on se dit que ça sert à quoi de se soucier du regard des autres. Après, j'aime bien les expressions que chacun de vous a eu à souligner, comme vous avez parlé de la pièce à double face. Lui, il a parlé du miroir. Voilà, le miroir à double face. Lui, il a parlé d'avis constructif, il a parlé de regard dérangeant. En gros, le réel problème ici, c'est de comment on appréhende le regard des autres. Voilà, c'est plus basé sur l'appréhension. Si on l'appréhende avec intelligence, il n'y a pas de souci de se passer du regard des autres. Mais c'est facile de le faire. Ce n'est pas toujours facile parce que qui dit regard dit parfois critique. Les gens n'ont pas l'art de la critique. Les gens, lorsqu'on parle de critique déjà en Afrique, c'est un contexte un peu péjoratif. Entre-temps, critique, c'est-à-dire il faut mettre à nu les points, on va dire les failles, et mettre en lumière les points forts. Malheureusement, en Afrique, surtout sur le continent, c'est très mal, déjà c'est mal exprimé. Donc si quelque chose qui est mal exprimé est forcément mal perçu, mal saisi. Donc c'est la raison pour laquelle c'est difficile de se passer du regard des autres. En parlant justement du regard des autres, Junior, moi en préparant cette émission, en jetant un coup d'œil un peu sur des articles, il est dit qu'en fait le regard de l'autre, malheureusement, au-delà de ce qu'on peut dire là, on parle du côté péjoratif, on parle un petit peu de l'impact aussi négatif que ce regard-là peut avoir sur l'autre. Et en parlant d'impact négatif, il y a le repli sur soi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur même de sortir de leur zone de confort, parce qu'ils ont peur d'avoir un jugement, parce qu'ils ont peur d'avoir un regard déplacé sur ce qu'ils font. Est-ce que le regard de l'autre aujourd'hui ne nous tue pas de l'intérieur et nous enferme dans des endroits un peu sombres? Malheureusement oui, mais bien heureusement pour moi, ce n'est pas une question qui jouit d'une absoluté. On va le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que pour certaines personnes, il est difficile de se sortir de cette cloison dans laquelle on s'enferme à cause du regard d'autrui. Ouais. Un exemple simple, si aujourd'hui on vous dit que ce que vous faites est négatif, pour un chanteur, surtout que l'art est quelque chose de très 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 subjectif, donc il peut y avoir 10 000 personnes qui vous aiment et 1 million qui vous détestent. C'est encore plus difficile pour les personnes en situation de handicap, par exemple, d'avoir ce regard-là tout le temps. Et moi, ce que je conseillerais pour ce genre de choses, et je l'avais dit déjà lors d'une conférence, c'est cette affaire de zone de confort.
et essayer de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort conventionnelle, qui serait un espace où on se sent à l'aise. Parce que le problème avec l'espace, c'est qu'il ne peut pas être portatif. L'espace est figé, par exemple sur ce plateau, je me sens à l'aise et dès lors où je sors de ce plateau, je ne suis automatiquement plus dans ma zone de confort. Ce que moi je conseille aux gens, c'est d'être assez à l'aise avec eux-mêmes et par voie de conséquence, ils seront à l'aise avec la société. Ouais. Et au final, on deviendra soi-même une zone de confort portative qui nous permettra de nous adapter à toutes les situations, aussi belles que mauvaises, aussi noires que blanches. Et au final, le regard des autres ne sera qu'un simple regard qui nous permettra d'avoir une vision d'ensemble sur nos agissements, un peu comme une caméra à 360 degrés qui nous permettra de voir toutes les facettes, non seulement de la société, mais aussi de notre propre réalité. Exactement. Belle analyse en tout cas, mon cher Junior. Edwin, je me tourne vers toi avant de donner la parole à Rostel. Tout à l'heure, Junior parlait du miroir et des gens qui jugent. Est-ce que la personne qui juge, qui apporte le regard, a quelque part quelque chose à combler? Est-ce qu'il y a un vide à combler derrière, parce qu'on a l'impression que les gens qui jugent sont très durs dans le jugement, dans le regard. On a l'impression qu'il y a un vide qu'ils ont envie de combler, qu'ils comblent à travers le jugement dur qu'ils ont envers les autres. Oui, mais c'est ce que je disais justement. C'est-à-dire que ces personnes n'ont peut-être pas pu arriver à des fins et elles aimeraient le faire via une autre personne, donc par, comment dirais-je, par procuration. Raison pour laquelle elles vont tirer les ficelles, elles vont manipuler, elles vont tout faire. Est-ce que la jalousie, c'est un élément déclencheur de ce regard-là Mais oui, la jalousie peut faire en sorte qu'on ait un mauvais regard vis-à-vis d'un compatriote, un ami, une sœur, un frère, que sais-je encore, un collègue. Et si on n'arrive pas à toucher la personne directement, on peut utiliser des tournures. Et ces tournures-là, le plus souvent, viennent ou naissent de quoi? C'est du regard qu'on a vis-à-vis de la personne. Ouais. La personne est peut-être plus brillante que nous, on n'a pas pu arriver à son niveau peut-être sur le plan professionnel. On se dit, tiens, non, ça ne peut pas se faire comme ça. On va mettre en place des mécanismes pour faire en sorte que la personne se sent... On dit l'expression, les bâtons dans les roues. Voilà, justement. Ouais. Et donc, c'est ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Rostel, Edwin parlait de milieu professionnel. On va faire la transition, justement. Ce regard de la société, ce regard de l'autre dans le milieu professionnel, quel impact ça peut avoir? Est-ce que c'est un effet multiplicateur dans le rendement, c'est-à-dire dans le fait de travailler, le fait d'avoir quelqu'un qui te regarde, tu te dis, ok, je vais me défier, je vais faire mieux que lui, ou bien ça peut avoir l'effet inverse? En tout cas, comme je le disais, ça dépend. En fait, dans le regard aussi, il y a les intentions qui sont là. Donc, comme l'a si bien dit déjà Edwin, si l'intention de la personne dans son regard envers toi est d'améliorer quelque chose, bien d'apporter un plus par rapport à ce que tu fais. Comment tu arrives à interpréter ce regard-là? Voilà, tout à fait. Par exemple, si je suis porteur de projet, étant porteur de projet, je dois être quand même à mesure de pouvoir faire le filtrage, au fait, comme je l'ai dit, par rapport au regard des autres, par rapport aux avis. Bon, je ne vais pas trop dire critique, mais faire le filtrage, savoir que ça pourra m'aider, ça pourra peut-être me démotiver et tout. Et du coup, comment est-ce que ça se passe? Quand il y a des regards, il y a des avis et autres. Moi, pour le savoir, déjà, premièrement, pour savoir que ça peut m'aider, ça ne peut pas m'aider, il faut d'abord être confiant. Ouais. Moi, je fais un truc, je dois d'abord compter sur moi, je dois d'abord être confiant, savoir que contre vents et marées, s'il y a quelque chose, je pourrais continuer en fait. Parce que si je suis une personne, je ne suis pas confiant en fait. On me dit un truc, dès la première personne te fait une remarque en fait, qui ne va pas dans le sens où tu voulais que ça puisse aller. Ouais. Donc tu es déçu, tu abandonnes. Voilà. Confiance en soi. Tu n'as pas aussi la confiance, ça peut aussi faire à ce que ça puisse tuer quelque chose en toi. Et ça ne va pas forcément venir de la personne qui te fait la remarque, mais toi-même d'abord, tu dois être en mesure d'avoir confiance en soi et de savoir ce que tu fais. Exactement. Est-ce qu'il y a des risques, Genèse, de ce regard-là, de l'autre, dans le milieu professionnel? Forcément, parce qu'après, on est influencé. On est influencé dans la mesure où, comme je parlais d'authenticité au début, c'est-à-dire qu'en travaillant, vous avez une certaine manière de travailler qui ne s'y est pas forcément ou qui n'est pas forcément appréciée par votre collègue ou votre supérieur. Du coup, à chaque fois que vous aurez une tâche à faire, vous direz toujours, je ne dois pas faire ça de cette façon parce que mon chef n'aime pas. Donc, je suis obligé de faire comme il aime. Du coup, ça entraîne déjà une petite
bon, pas une petite, mais ça fait baisser les performances parce que à la façon dont on procédait, on était peut-être plus efficace, plus dynamique. Mais en voulant faire comme le chef, lui, il souhaite, tout de suite, nos performances ne seront peut-être plus les mêmes. On se laisse influencer par le regard? Oui, très souvent. D'accord. Très souvent. Mais l'inverse est tout aussi recevable. Parce que si le chef, de par son expérience et de sa position dans la société, te demande d'exécuter une tâche selon son bon vouloir, ça ne peut pas forcément constituer une entrave au bon fonctionnement de l'entreprise. Je pense quand même qu'en tant que chef, l'objectif principal est l'évolution de l'entreprise vis-à-vis du marché. Oui. Et par voie de conséquence, s'il te demande de faire une tâche A avec une méthode Z, c'est bien parce qu'il sait qu'avec la méthode Z, il aura les bénéfices ou plutôt le résultat escompté. Je pense que le chef a une fonction managériale dans l'entreprise. Et manager, on nous a dit, c'est savoir aussi gérer une équipe. Donc, lorsqu'il te demande de faire une tâche d'une certaine manière, est-ce qu'il ne doit pas s'assurer qu'en amont, tu te sens aussi à l'aise? Est-ce que tu ne dois pas s'assurer qu'en faisant, tu n'es pas en train de te mettre, on va dire ça comment, est-ce que ce n'est pas contre tes principes? Est-ce que le procédé ne désobéit pas tes principes, ton éthique, ta manière de faire? C'est tout ça. Comme tu dis, l'inverse n'est pas réfutable, pas forcément réfutable, mais dans tous les cas, l'éthique voudrait tenir compte de cela. Mais le problème avec l'éthique, c'est que c'est quelque chose d'assez flexible, d'où la beauté même de l'éthique de manière générale, c'est qu'il n'y a pas une éthique précise. Il y a, pour prendre un exemple simple, il y a des cultures où on accepte des mariages consanguins et il y a d'autres où on les refuse. Est-ce qu'on va parler d'une éthique ailleurs et une autre éthique ailleurs? Je ne pense pas. C'est pourquoi c'est lié à la déontologie, pour que bien que le chef nous relaxe, ça reste quand même dans le domaine professionnel. Bien sûr. Voilà. Le domaine professionnel exclut justement le fait d'aller à une appréciation au cas par cas. Parce que si on fait au cas par cas, bien que dans sa fonction managériale, il puisse être quelqu'un qui doit guider justement avec parcimonie et surtout éviter toute démagogie, guider les troupes vers un objectif commun. Mais même avec cela, c'est assez difficile en tant que chef de faire la juste part entre le chef et l'objectif qui doit être atteint. Donc malheureusement, il peut arriver des petites blessures en cours de route. Ce qui est normal au passage, hein, je veux dire, ça arrive tout le monde, ça arrive à tout le monde, pardon. En tout cas, merci, parce qu'on a eu le petit débat entre vous là, on vous observait, mais effectivement, ça fait partie de la thématique, et si ça peut faire avancer le débat, tant mieux. Edwin, tout à l'heure, on parlait justement du regard de l'autre, on en parle, hein, vu que c'est la thématique de la première partie d'émission, on a fait un petit peu le tour, mais revenons moi j'aime bien faire toujours cette immersion là dans le cercle familial, la cellule familiale, parce que pour moi c'est la base de toute chose. On parle du regard de l'autre, on a parlé tout à l'heure de l'impact que ça peut avoir sur nous. Il y a la dépression, il y en a qui sont dans la zone de confort, qui ne veulent pas sortir de cette zone de confort là, il y en a qui deviennent associables, qui n'ont plus envie de fréquenter des gens parce qu'on a peur du regard de l'autre et le diktat de la société, tu l'as également souligné. Aujourd'hui on observe l'avènement des coachs en développement personnel, en confiance en soi. Ça, c'est la première question. En quoi, justement, ces professionnels-là contribuent, on va dire, à mieux gérer le regard de l'autre? Ça, c'est la première question. Et quel pourrait être le rôle de la famille également dans ce combat, dans ce duel avec le regard de l'autre, avec l'autre, pour faire court? Bon, moi, je veux dire que je vais répondre aux deux questions en même temps. D'accord. Je veux dire que le rôle de ces coachs, en réalité, devrait être le rôle de la famille. Parce que la famille, c'est la base, c'est la première cellule dans laquelle un individu doit s'épanouir. Alors, si on a aujourd'hui tous ces coachs-là, ou si on voit que ces coachs courent les rues, c'est justement parce que la famille ne joue plus ce rôle-là. Et donc, les gens n'ont pas d'autre choix, je dirais, que de se tourner vers ces professionnels ou ces personnes qui se spécialisent dans ces domaines. Parce qu'on ne trouve plus ça au niveau de la famille. Lorsqu'on parle du regard, comme je l'ai dit, c'est une pièce à double face. Le regard peut être positif comme il peut avoir des effets négatifs. Ce qui veut dire que si au niveau de la famille, un père ou une mère qui suit son enfant n'est pas capable de déceler à cet enfant qu'il est buté sur certains points, qu'il lui faut certains conseils, qu'il faille lui donner certaines orientations, ben, l'enfant va aller dans tous les sens. Et si au bout d'un moment,
il se retrouve, comme je disais, buté, il fera appel à qui? À celui qui, par des procédés dont une certaine technique oratoire arrive à plus ou moins déceler le manque vis-à-vis de cet individu, mais c'est logique qu'il se tourne vers ses coachs. Et c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui très présents, on les retrouve un peu... Parce que qu'est-ce qu'ils font généralement les coachs en développement personnel? C'est faire réveiller en l'individu la confiance. C'est chasser la peur de l'individu. C'est pouvoir donner les outils à l'individu pour pouvoir affronter des situations particulières ou des situations qu'il rencontre tous les jours, aussi simple que cela. Est-ce que vous avez déjà fait appel à ces professionnels, mon cher Rostel? Pas encore, en tout cas pas directement, mais des fois de temps en temps, tu peux passer surfer sur internet et tout, et tomber peut-être sur une motivation, sur un coach qui fait son speech, et des fois c'est intéressant. Et pour rebondir aussi par rapport à ce que Edwin vient de dire, par exemple pour la famille, c'est pas forcément que la famille devait faire ce travail, parce qu'il y a d'autres personnes qui préféreraient ou bien qui préfèrent aller se confier, par exemple. Là, on est toujours dans le cadre de la confiance. Aller dire ou bien écouter d'autres personnes que sa propre famille. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes un peu aussi mal jugés au fait dans la famille. Je vais prendre l'exemple d'un enfant qui veut par exemple faire médecine ou bien, pas médecine, qui veut faire peut-être hôtellerie et autres. Et son père, ses parents, veulent qu'il puisse faire, par exemple, une formation en médecine. Et souvent, c'est ce qui se passe chez nous, en Afrique surtout. Les parents vous imposent quand même une formation à faire, mais alors que toi, tu veux faire quelque chose d'autre. Donc, du coup, tu vas aller à l'encontre de ce que tu veux et tu vas faire ce qu'on t'a imposé sans avoir la patience de la chose. Et je trouve que ce côté-là aussi peut faire à ce que la personne n'ait pas assez confiance dans ce qu'il fait ou bien dans ce qu'elle fait. Parce que si tu choisis toi-même ce que tu veux faire, ça veut dire que ça vient de toi. Tu as une certaine confiance en toi, il y a la passion, tu fais d'abord le travail par passion et je pense que ça peut aussi écarter ce côté-là de mauvais regards et tout qui peut peut-être tuer ta confiance ou bien t'empêcher d'avancer dans certaines choses. Donc je pense que les familles aussi devraient quand même pouvoir nous accompagner ou bien accompagner les enfants dans leurs rêves, dans leurs visions et ça va beaucoup aider aussi. Il y a un rôle parental, Junior, à mettre en avant, c'est bien ça? Oui, j'aimerais aussi revenir sur les paroles d'Edwin. Je pense que c'est apprendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que la famille est l'épicentre de tout être humain. C'est la première cellule qu'il connaît, c'est le premier milieu qu'il côtoie. Cependant, l'importance même des professionnels en développement personnel, c'est justement parce qu'il y a ce regard neutre. Et comme il le disait aussi, avec la famille, on peut avoir un avis biaisé. Tu as toi-même pris l'exemple d'une mère ou d'un père qui voudrait que son fils fasse une filière alors que ce dernier veut en faire une autre. Et même s'il doit se mettre dans cette filière-là, il faudra des points de repère peut-être qu'il n'aura pas dans sa famille, justement parce qu'il aura peut-être été dépité par ces derniers qui l'ont obligé, malgré lui, à suivre un chemin qu'il ne voulait pas. Et c'est là qu'intervient le professionnel en développement personnel qui viendra apporter un regard neutre vis-à-vis de la situation, d'où l'importance en quelque sorte du regard des autres, qui viendra apporter un regard neutre vis-à-vis de la situation, qui lui donnera des outils afin de s'en sortir dans le domaine dans lequel il se trouve et qui, en gros, même si tu dis que c'est pas très simple, que c'est assez simple, c'est assez complexe tout du moins, parce que l'être humain est quand même la machine la plus complexe de l'histoire de l'humanité. Donc pour la manier, il faut avoir un certain doigté. D'où le fait qu'il y ait des personnes qui se forment justement en développement personnel. Et à la fin, cette personne-là, ce professionnel, tirera la quintessence du talent, des aptitudes, bref, tout ce qui fait cette personne, en tout cas des aspects positifs, tirera la quintessence de cette personne-là afin de lui permettre de pouvoir s'évader du quotidien lugubre dans lequel il aura peut-être été plongé, non seulement par ses parents, mais aussi par la société. Donc ne négligeons pas le fait que ces professionnels existent. Ils existent bien parce que les familles ne peuvent pas aller à un certain niveau. Mon père, ma mère vont m'éduquer jusqu'à peut-être 20, 25 ans. En tout cas,
tout du moins le temps où je serai avec eux, où on pourra avoir le contact. Mais à un certain moment, il faudra que je vole de mes propres ailes. Et je n'aurai plus à cœur de venir, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Non. Après, c'est surtout que c'est des professionnels et je ne suis pas l'avocat d'Edwin, il est capable de se défendre. Mais je pense que là où il voulait aussi mettre l'accent, je ne sais pas, à part si tu veux répondre... Oui, mais d'accord. Je ne sais pas si je suis mal compris ou mal suivi. On parle ici des professionnels de développement personnel. Je l'ai dit, ils vous donnent des outils que l'on ne vous donne pas au niveau de la cellule familiale. Et ces outils sont simples. C'est redonner la confiance à l'individu. C'est chasser la peur. Parce que j'ai l'impression que lorsque vous parlez de professionnalisation ou de professionnels, mais ce sont des professionnels d'un domaine bien précis. Donc c'est ce que je cite. C'est la prise de... c'est peut-être vous outiller en chassant la peur, en vous redonnant confiance, en vous mettant face à des situations qui font en sorte que vous n'ayez pas peur de vous lancer dans certaines activités ou d'affronter certaines situations. Ce ne sont pas des professionnels, par exemple, du droit, de la communication, de la santé, du sport ou que sais-je encore. En fait, eux ici, le travail, c'est vous redonner, c'est vous booster. Voilà, c'est ça l'expression. Ils sont là pour mettre en place des mécanismes pour vous booster. Voilà, pour lutter contre, en tout cas, avoir... Vous êtes boosté, mais après, je pense que vous pourrez être épanoui partout où vous irez. Bon, les amis, on va marquer une courte pause. Ça allait très vite. Le débat est lancé, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. À tout de suite pour la deuxième et dernière partie du Génération News. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de la peur et du courage. Edwin, justement avant la pause, avant que nous marquions une petite pause, tu parlais de la peur et du courage, tant mieux. Je te donne en tout cas l'opportunité de nous en dire un peu plus sur ces deux notions-là. Sont-elles déjà complémentaires ? Complémentaires, je dirais pas oui ni non. Après, ça dépend des situations. Parce que le courage, c'est quoi? C'est le sentiment que dégage une personne face à une situation. Ce sentiment s'est traduit par quoi? Par le fait que malgré la situation, la personne puisse avoir peut-être la force physique et mentale d'affronter la situation. Maintenant, la peur, c'est lorsqu'on est face à une situation et qu'on est comme sans outils pour pouvoir l'affronter. Ça, c'est dit aussi simplement. Maintenant, la complémentarité, oui, ça dépend. Je pense que lorsqu'on parle du courage, c'est parce qu'il y a d'abord la peur. Mais le courage ici, c'est quoi? C'est une peur qu'on a su, je dirais, appréhender. D'accord. Pour la mettre à profit de la situation qui nous est soumise ou du cas qu'on rencontre. C'est-à-dire, j'ai envie de traverser la route, il y a des voitures qui circulent de part et d'autre, je ne sais pas comment faire, j'ai peur, je me retiens. Mais à un moment, je me dis, si je ne traverse pas, je vais peut-être rester là et tout. Alors, il y a quelque chose qui vient, il y a une énergie en moi, physique et mentale, et je suis comme boosté par quelque chose et je décide de traverser la route. D'accord. Là, je parle de la peur pour le courage. Tout comme je peux être dans une situation où j'estime être courageux vis-à-vis de la situation, mais après je me rends compte que je n'ai pas tous les outils pour l'affronter, je me rétracte, j'ai peur. Du coup, Junior, moi je reste sur la thématique, la question je te la pose. Après les définitions des mots-clés donnés par Edwin, le courage, absence de peur. Normalement, le courage est défini comme étant le fait de combattre sa peur, aussi simplement que cela. Donc, cela sous-entend que la peur existe, mais qu'on cherche à la combattre. Et il faudrait savoir quelque chose. L'être humain est un peureux, naturellement. On a peur depuis que nous sommes enfants, on aura peur jusqu'à la fin de nos jours. C'est un sentiment inné. C'est un sentiment inné. Un exemple simple, lorsqu'on est tout petit, à 1-2 ans, on a peur de faire nos premiers pas, de peur de tomber, de se blesser. Nos parents ont peur, quand on fait nos premiers pas, de peur que nous puissions tomber ou nous blesser. Donc c'est un sentiment qui est immuable et inéluctable dans la vie d'un être humain. Par contre, le courage, lui, s'acquiert au fil des expériences et on peut aussi lui donner un caractère inné parce que même en étant enfant, instinctivement,
on a déjà ce petit courage. Ouais, parce que pour rester avec l'exemple, l'un de vous là t'interrompt, parce que pour rester avec l'exemple du bébé, le bébé qui se lève déjà et qui essaie de marcher, il y a déjà une forme de courage. Bien sûr. Et après, ce courage est conservé, il est cultivé par les parents, par l'environnement, par les expériences. Moi, pour ma part, j'ai longtemps été un peu heureux et j'en suis encore un aujourd'hui. Je suis un être humain, bien sûr. On a tous peur de quelque chose. Mais je pense que l'une des choses dans ma vie qui m'a donné un peu plus de courage, et encore une fois, je vais faire référence à l'un de mes amours dans cette vie, c'est-à-dire les mangas. J'ai vu le premier arc de Naruto, où Naruto allait dans le pays de la pluie. On l'appelle Kiri dans l'œuvre. Et il affrontait un ninja de rang S qui pouvait potentiellement lui ôter la vie ainsi qu'à toute son équipe. Et ce dernier, malgré tout, il a tout de même eu le courage, malgré le fait qu'il était tétanisé, de se mettre en avant devant ses camarades afin de les protéger, quitte à mettre sa vie en danger. Et cela a été la même chose pour Sasuke. Et moi, derrière, l'enfant de 7-8 ans que j'étais, a commencé à se dire que si lui, le cancre du village, si lui, l'enfant qui a été chassé et hué par tout le monde, a eu le courage d'affronter la mort simplement par amour pour ses amis, alors moi je ferai la même chose. Et cela relancera même le débat de l'amour qui serait le moteur du courage. Parce que l'amour est un sentiment assez puissant pour permettre à tout un chacun de se lever face à l'adversité et de la combattre vivement. Cet amour, vous l'avez, Rostel, le courage, l'absence de peur? Oui, tout à fait. Par rapport au sujet, donc, comme ils ont dit, en tout cas ils ont dit des choses très intéressantes. Moi je pense que pour parler d'abord du courage, il faudrait parler de la peur, parce que le courage n'existe pas sans la peur. Donc du coup, le courage, pour moi, c'est juste une capacité en soi de pouvoir faire quelque chose, ou bien de pouvoir affronter la peur malgré elle. D'accord, c'est surpasser un autre terme. Par exemple, l'exemple du bébé, j'ai vraiment aimé. Un enfant qui a peur de tomber, de se lever, mais au final, cet enfant finit quand même par se lever, par marcher. Alors qu'est-ce qui se passe entre-temps? Donc c'est une capacité innée qu'on a, qui se manifeste que quand il y a la peur en fait. Donc quand on a peur de quelque chose, je vais prendre un exemple, par exemple, tu te discutes, tu chamailles avec un ami qui te dit que, bon, si c'était dans une salle de classe, ton ami te dit qu'à la sortie, dès que je te vois, je dois te connaître. Ouais. Toi, tu te dis dans ta tête, si il me prend par surprise, il peut me faire mal et tout. Du coup, tu as un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu puisses faire pour que ça ne t'arrive pas? Il faut sortir. Voilà, tu prends de l'énergie. Donc, c'est une capacité en toi. Tu te dis, bon, moi, je vais frapper en premier. Non, mais le souci, c'est que le courage aussi, par rapport à l'exemple, c'est de sortir. C'est de sortir, en fait. Parce que tu te dis, si je reste comme ça, bon, la peur et tout, il va finir par le faire. Donc, je prends, je pars moi-même, je commence la chose qu'on puisse en finir. Ouais. Mais du coup, moi je reste avec toi parce que quand on parle de la peur, c'est aussi de l'échec. Et quand on parle du courage, c'est aussi quelque part la réussite de ce que vous dites. Est-ce que du coup, la peur, c'est un élément de réussite quelque part? Je peux dire oui, parce que ça te pousse quand même à te surpasser. Par exemple, je vais prendre mon exemple. C'est ma première fois sur le plateau. Et ça ne se voit pas. Voilà. Donc, quand j'étais à la maison, je me disais, est-ce que... Tu vois, quand l'homme fait quelque chose d'important dans sa vie, il y a toujours le stress qui est là, il y a la peur, ça c'est naturel. Donc je me disais, est-ce que je ne vais pas pour moi refuser? Est-ce que tu vois, je me pose des questions, je me dis, peut-être que par rapport aux questions, je ne vais pas pouvoir assurer, je ne vais pas pouvoir dire quelque chose de bien. Mais au final, je me suis retrouvé ici. Donc du coup, j'ai su surpasser cette peur. Tu as été courageux. Voilà, et je suis venu malgré tout et je suis dans l'émission. Mais non, c'est bien déjà parce que quelque part aussi, comme je le dis souvent sur ce plateau, et ça c'est une phrase que ma mère m'avait en tout cas balancée, que je gardais aujourd'hui, elle disait, je cite, que tout ce qui te fera grandir dans la vie te fera toujours peur. Maintenant c'est à toi de choisir, soit tu restes dans la peur, soit tu acceptes de grandir, mais dans tous les cas tu devras faire un choix. Et ce choix tu l'as fait, tu as accepté de grandir en venant sur le plateau de Génération News également. Mon cher Edwin, pourquoi aujourd'hui on a l'impression que les gens, notamment même les professionnels entre guillemets, on parle de la psychologie inversée, ont tendance à nous faire peur pour nous booster? Pourquoi on use de la peur pour aller fouiller, pour aller chercher on va dire le potentiel, la capacité à se réinventer dans le milieu professionnel par exemple? On a tendance parfois à te menacer on va dire que je sais pas, d'un remerciement quelconque. Pourquoi on a besoin de la peur pour susciter de l'intérêt et avoir un effet multiplicateur dans le rendement?
Parce que c'est aussi simple que cela. La peur est un élément qui booste. Lorsqu'on a peur, on se surpasse. Moi, je suis au Sénégal pour des études. Je ne suis pas venu pour me balader. Ma plus grande peur, c'est quoi? C'est de rentrer sans diplôme. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est de travailler. C'est de valider les crédits demandés. Ouais, obtenir les diplômes. Quelle est ma peur? C'est de me retrouver un jour sans valider un semestre et que le parent qui m'envoie de l'argent dise que je ne t'envoie plus rien. Comment est-ce que je vais vivre ici? Ouais. Donc cette peur-là devient une énergie pour moi. Elle s'est transformée. Ça aurait pu peut-être me poser des problèmes, mais ça s'est transformé en énergie, ce qui me pousse à me surpasser, à me dire que lorsque c'est la période scolaire, je dois me concentrer sur mes cahiers. Ouais. Je ne dois m'amuser que lorsque c'est peut-être les week-ends ou je suis en vacances. Donc c'est ça, parce qu'on s'est rendu compte que tant qu'on ne surpasse pas sa peur, on stagne. On ne prend pas des initiatives, on ne décolle pas. Ouais, on s'interdit beaucoup de choses. Voilà, et donc la meilleure façon de rendre quelqu'un opérationnel, c'est de justement faire en sorte que cette personne puisse surpasser sa peur. Oui, mais pas dans le milieu professionnel. Je veux dire, on va pas te booster en te disant bah, si tu fais pas ce travail, tu seras viré. Non, mais là ici, c'est peut-être pour essayer de voir jusqu'où tu peux aller. Jusqu'à quel niveau tu peux te retrouver. C'est pas tant que l'on veuille vraiment te mettre à la porte. Parce qu'il y a des gens, on a remarqué, que quand ils n'ont pas de menaces, ils ne sont pas performants. Voilà, ils ne sont pas performants. C'est-à-dire on peut lui confier une tâche, il est là toute la journée, ça va, ça passe. Mais dès qu'on lui tend un avertissement, il se dit, ah ben là ça blague plus, hein. Autant m'y mettre, sinon je vais me retrouver à la porte. Les amis, revenons un petit peu dans vos vies, hein, dans ce cadre-là. Bon, la question que j'ai envie de poser à chacun, je vais commencer par toi Junior, on parle de peur et de courage. C'est quoi ta plus grande peur, mon cher Junior? Ma plus grande peur est d'un jour perdre l'envie d'affronter les défis de la vie. J'ai longtemps eu cette frousse-là d'avancer parce que j'étais quelqu'un d'assez solitaire. Malheureusement, bien heureusement pour moi aujourd'hui, ça a changé si j'arrive à me tenir sur ce plateau. Mais si un jour dans ma vie, je perds l'envie d'essayer, l'envie de me lever, l'envie de me battre, c'est que là je serai déjà mort. Et pour moi, il n'y a pas pire mort que la mort en étant déjà vivant. C'est vrai. Et la peur, pour moi, est une forme, c'est de l'essence. C'est de l'essence de manière générale. Et au même titre que la voiture, l'être humain a besoin d'essence. Et l'essence même du courage, pour moi, c'est d'abord la peur. Parce que c'est la peur qui va générer l'envie de se battre. Dans certains cas, tout dépendra de comment on va l'utiliser, de comment on va la comprendre, de comment on va l'amener dans son esprit. Et telle l'essence, au sens littéral du terme, la peur peut être utilisée pour avancer, comme on met dans la voiture, ou la peur peut être utilisée pour se tuer directement, en se versant l'essence sur le corps et en prenant feu. Et c'est à l'être humain au final de décider de ce qu'il fera de sa peur. Soit il l'utilise comme l'essence pour avancer vers sa destinée, quitte à se tromper. Encore une fois, le courage ne rime pas forcément avec réussite, en tout cas réussite de manière générale, parce que la réussite, c'est peut-être avoir 18 à ton examen. Non, au moins prendre le courage de faire cet examen. Tu peux le rater, avoir 8, 7, 6, 5, c'est possible, mais au moins tu as eu le courage d'essayer. Comme tu prenais l'exemple de la bagarre, si c'est Francis Ngannou qui t'attend dehors, tu as pris le courage de sortir. Ah, c'est clair, tu réfléchis. Voilà, tu as pris le courage de sortir. Tu réfléchis, si c'est Ngannou dehors, voilà. Ah oui. Tu as le courage de sortir, mais la victoire au sens littéral du terme, tu ne l'auras pas. Ouais, parce qu'il va sérieusement te grimper dessus. Mais au moins tu auras eu le courage d'essayer. Et c'est cela que l'être humain devra toujours mettre en avant. Le courage d'essayer, quitte à se tromper, ça arrive, mais au moins aller de l'avant et on verra ce que la vie nous donnera en retour. Genèse, ce courage, tu l'as. Toi, tu essaies quand même, mais tu réessaies quand ça ne marche pas. Parce que malheureusement, c'est ce que Junior vient de dire, on vit dans un monde où les gens n'essaient plus, les gens se contentent, où les gens passent par des raccourcis pour avoir ce qu'ils veulent. Or, aujourd'hui, je pense que quand on parle du courage, quand on parle de la peur, je parlais tout à l'heure de la peur en faisant allusion à l'échec également. Je pense qu'on a tous besoin de passer par la case échec au moins une fois dans la vie pour se rendre compte que les échecs enseignent mieux que les réussites parfois. C'est qu'on apprend beaucoup quand on est dans une situation un peu difficile et sombre. On tire les leçons, on fait un bilan introspectif, on passe à autre chose, comme l'a souligné Junior. Ce courage, cette peur, est-ce que tu l'as aujourd'hui, mon cher Genèse? Déjà, ta peur, c'est quoi ta plus grande peur et comment tu as réussi à dompter cette peur-là en mettant en avant, en lumière justement ce courage?
Bon, ma plus grande peur, déjà, c'est de ne pas faire mieux que mon père. D'accord. Excusez-moi d'être un peu trop restreint là-dessus. Non, mais c'est normal, c'est voilà, ta peur. en voyant justement... Quoi qu'elle est partagée, hein, cette peur, je pense, c'est la même, voilà. Celle d'Edwin, mais lui, il a besoin de diplôme. Voilà, il faut qu'il rentre avec lui. C'est un conseil qu'on a toujours entendu un peu partout, qu'un enfant doit toujours faire mieux que son père. Voilà. Ouais, ses parents, ouais. Du coup, en voyant la carrière professionnelle de ce monsieur, la carrière sociale, je me dis qu'il met les moyens en place pour que nous puissions faire mieux. Il était dans quel domaine Pour être franc, c'est un peu mélangé. Il a un bac E. Après, non, je veux dire, mais il a évolué dans quel secteur d'activité? À l'heure actuelle, il est aux ressources humaines. D'accord. Voilà. Ouais. Mais il a été proviseur d'établissement et tout ça. Ouais, mais quand tu veux faire mieux que lui, c'est dans quel sens? C'est-à-dire sur le plan de la rémunération, sur le plan de la réussite et tout ça. Tu es conscient qu'il te regarde en ce moment Carrément. Ah, ok, bon, d'accord. Ça, c'est un truc... C'est un défi personnel. Oui, ça, il le sait. D'accord, gagner mieux que papa. Voilà. Donc, on va pas dévoiler son salaire aujourd'hui, mais... Voilà, c'est indiscret. Du coup, en parlant déjà de papa, forcément, j'apostrophe maman parce que je sais elle intercède aussi de sa façon lorsqu'elle met ses genoux à terre et que papa lorsqu'il décide de retrousser ses manches, c'est vraiment pour donner les moyens. Ouais. Et du coup, je sais qu'en me ratant moi, je me fais honte à moi, mais aussi à celui-là qui a sacrifié sa vie à 100% pour pouvoir faire en sorte que moi je fasse le double, voire le triple de ce que lui il a eu à faire. Ouais. Maintenant... c'est son rêve déjà, hein, donc... Voilà, ouais. Et pour moi c'est quand même un devoir. Maintenant, pour savoir comment je fais pour y remédier face à la peur, face à l'échec et tout, je vais prendre un exemple qui date du mois passé. Dans mon parcours de journaliste, il m'a fallu créer une page sur Facebook et c'est arrivé, j'ai perdu mon compte et ma page parce que la page dépendait du compte. Donc la page a été piratée, c'est ça? Non, pas piratée, mais signalée à plusieurs reprises. Dans ma liste, j'ai 800 amis et parmi les 800, j'ai été signalé par 108 amis. D'accord. Je pense que ça remonte, non, ça c'est surtout dû... Tu connais les 108? Malheureusement non. Ah ok, mais bon, heureusement. Non, mais je suis toujours sur le procédé. Ah ok, bon voilà. D'accord. Du coup, je sais que c'est le dimanche où l'Espagne remporte l'Euro et l'Argentine remporte la Copa. Je pense qu'on était en train de se chambrer sur les réseaux et ça part tout de suite de là. La révolte part de là. Eux, en guise de riposte, ils ont décidé d'aller signaler ma page. Pour être honnête, je me suis enlarmé. Les larmes ont coulé parce que j'ai informé mon père et pour dire que je tiens une page, je gère une page de Facebook qui a 355 abonnés. Bon, c'est un travail, il m'a fallu créer la page, créer du contenu et dans la création du contenu, on connaît la réflexion, on connaît ce qui... Le travail que ça demande derrière, voilà. Effectivement. Et donc, donc c'est un retour à la case départ. Justement, maintenant, réessayer, c'est quand on voit le procédé, quand on voit un peu le chemin parcouru, on se rend compte que c'est quelque chose qui va encore nous coûter des nuits blanches. Et donc là, je me dis, finalement, je vais zapper, je vais passer à autre chose. Et mon père m'a dit, il faut réessayer, comme d'habitude. Et il m'a rappelé une chanson de Black Kent, où le titre c'est « Il m'a dit ». Donc son père lui parle, lui dit « Il m'a dit avance avec ou sans le vent ». Et dans une autre partie, il dit « Lorsqu'il n'y a plus de plan, assieds-toi par terre s'il n'y a plus de banc ». En gros, c'est pour dire qu'il n'y a plus la page. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas arrêter de pratiquer le journalisme. Ça ne veut pas dire qu'il devient impossible pour toi de créer une nouvelle page et de continuer. Et donc, avec cette motivation, j'ai quand même trouvé le moyen de récupérer le compte et la page. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je continue. Avec tes 300 000 abonnés? Non, j'ai perdu, je me suis retrouvé de 355, je suis revenu à 91 abonnés. Ah ouais, quand même. Voilà. Bon, l'essentiel c'est d'avoir récupéré la page, mais surtout d'avoir le support. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que j'aime bien faire recours un petit peu au cercle familial, parce que pour moi c'est la base de toute chose. Aujourd'hui on parle d'influenceurs, mais les vrais influenceurs sont dans nos familles. Hein. C'est nos papas, ce sont nos mamans, c'est les grandes sœurs et tout le reste. Et donc c'est bien justement d'avoir comme support émotionnel ton papa, qui visiblement écoute Black Kent. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle et on salue papa au passage. Il s'appelle comment déjà? Monsieur Modeste. Bon, on salue Monsieur Modeste au passage et on remercie pour le travail qu'il fait, notamment sur toi et le métier de journaliste que tu mets en lumière. Effectivement, mon cher Genèse. Rostel, on a parlé du courage, on a parlé de la peur. Est-ce que toi également, à l'image de ce que Monsieur Modeste fait avec son fils, Genèse, est-ce que toi également tu joues un petit peu au grand frère, gendarme, dans ce sens-là avec les petits frères? Est-ce qu'il y a des outils, tu arrives à doter tes petites sœurs ou petits frères d'outils pour justement affronter les peurs, transformer des peurs en réussite avec le courage?
Par rapport à ça, je pense que pas forcément avec les petits frères ou les petites sœurs, mais même avec des amis. D'accord. De temps à autre, je cause avec des amis, on parle un peu de leur situation et tout. Ah, t'es le psychologue du groupe, quoi. Souvent je dis une chose. En fait, le plus important, ce n'est pas d'avoir peur d'échouer ou de l'échec, mais c'est être assez résilient, avoir la capacité de se relever en cas d'échec. Ouais. Parce que on ne va pas dire que voilà, tout ce que tu fais réussira. Donc il peut y avoir un échec. Par exemple, l'exemple qu'il a pris avec sa page, je me suis retrouvé dans la même situation il y a à peine 3 semaines. Ma page avait plus de 15 000 abonnés. Je me suis fait pirater. Donc j'ai tout perdu. Il faut chercher à savoir, vous êtes la cible des attaques. J'ai fait des tentatives de récupération de pages, mais sans réponse. Mais après, c'est une expérience pour moi parce que j'ai appris que quand même, j'avais la capacité de me relever malgré les situations. Donc j'ai créé une nouvelle page et je continue à faire de la communication. Actuellement, je suis à 100 et quelques abonnés. C'est pas encore ça parce que l'autre page, c'était carrément un travail de 3 ans. Ouais. Et moi, en tout cas, ça m'enseigne. Donc, je me dis toujours que voilà, en fait, mon courage vient du fait que je me dis, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, quand il y a échec, j'apprends forcément quelque chose. La résilience, comme tu l'as souligné, mon cher Rostel. Edwin, c'est vrai que aujourd'hui on parle un petit peu de la résilience dont notre ami Rostel a mis en lumière et il a abordé ce point qui est pour moi une qualité assez intéressante, mais qu'on retrouve très peu aujourd'hui chez beaucoup de personnes, parce que quand on est face à une situation, la première chose c'est d'abandonner, de passer en se disant on n'est pas capable de et tout le reste. Moi, j'ai envie de te poser également cette question-là, parce que quand on parle du courage, de la peur, est-ce que la peur a déjà été un élément qui t'a permis aujourd'hui de devenir la personne que tu es? Je te sais très mélomane, tu aimes bien la musique congolaise en l'occurrence, parce que oui, Edwin consomme énormément de musique congolaise, la rumba de l'époque, ici il faut le dire ainsi, et je te sais également très amoureux de la lecture. Est-ce que toutes ces qualités-là aussi, c'est parti de la peur ou du courage? Oui, de la peur et du courage en même temps, parce que tout dépend des situations. Alors la lecture, pourquoi? C'est justement la peur de ne pas réussir qui m'a poussé à lire, parce que je me suis rendu compte que j'avais plusieurs lacunes, surtout au niveau de la rédaction par exemple, de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison, parce que pour moi, mon niveau n'est pas celui que je veux, que je voudrais atteindre. À un moment, je me relis, je me dis, ben oui, ça va peut-être, mais c'est trop léger par rapport à mon niveau. Je suis en master, ou je veux atteindre le doctorat, je ne vais pas continuer à raisonner comme ça, ou m'exprimer d'une certaine façon. Donc, pour tuer cette peur-là de l'échec, je fais quoi? Je me retourne vers la lecture pour m'outiller davantage et avoir plus d'outils pour me permettre, voilà. Le courage aussi, on le trouve où? Dans les chansons, comme tu le dis. Non, même dans la lecture, c'est-à-dire que toi, par exemple, de ce que je sais, ce que toi tu es capable de te lever et d'aller dans une librairie pour aller acheter un livre, pour dépenser 20 000, 30 000 pour un livre. Je suis même arrivé à un stade, c'est vrai que je n'y vais plus trop, mais j'y allais tous les mois, et c'est-à-dire que si je partais même avec 50 ou 100 000 francs, tout pouvait rester là-bas. Ouais, ça c'est un gros courage quand même. Tout pouvait rester là-bas, au point où après, je venais à la maison, je me mettais à pleurer. Mais tu vas pas manger les livres. c'est évidemment, tu te... Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ou des fois, quand je voyais la page sur laquelle je vois souvent ces livres-là, je me disais, je vais même me désabonner de là-bas, parce qu'à chaque fois que je vois un livre, je suis tenté de partir là-bas. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis, je vais juste prendre un seul, mais dès que j'arrive, je soulève 3, 4, 5. Ouais. Donc voilà quoi. Le courage en tout cas d'apprendre. Mon cher Junior, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission Génération News, s'il fallait que tu... Voilà, je te donne le soin de clore cette deuxième partie, de clôturer l'émission.
Quel est le message que tu pourrais donner aujourd'hui à ceux-là qui nous regardent, aussi bien aux jeunes et aux adultes? Parce que quand on parle de peur, aujourd'hui même nos parents ont encore peur de nous voir échouer, peur de nous voir dans des endroits un peu sombres, dans des environnements qui malheureusement ne sied pas à l'éducation que nos parents ont eu à nous transmettre. Quel serait le message que tu donnes justement à l'humanité de façon générale? Le message que je leur adresserai, serait de vivre avec leur peur. Parce que le jour où vous n'aurez plus peur, vous serez mort. C'est la peur qui fait de vous des êtres humains et qui vous différencie des machines. Je n'ai jamais vu une télévision avoir peur, je n'ai jamais vu un robot avoir peur de manière générale. Donc, même si on nous dit qu'au Japon, il y a un robot qui s'est suicidé, bon. Donc, hormis ce cas particulier, l'être humain se différencie des autres espèces de manière générale par la peur qu'il ressent. Et la peur est un élément principal dans le fondement de la personne que vous êtes. Tous les éléments qui ont été donnés sont aussi des éléments qui découlent de la peur. La peur de l'échec mène à l'envie de réussir, la peur de tomber mène à l'envie de se relever. Et n'ayez pas honte d'avoir peur, vivez avec cette peur-là. Essayez de la comprendre, de la maîtriser au mieux que possible et essayez de l'accepter parce qu'on vit dans un monde où, surtout pour les hommes que nous sommes, il est, comme dirait l'éminent Claudel Noubissi camerounais, il est interdit de pleurer. Ouais. Il est clairement interdit de pleurer, nous n'avons pas le droit. Youssoufa disait que le plus courageux, c'est celui qui pleure. Bien sûr. Et le courage et la peur sont intrinsèquement liés justement parce que ce sont deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Et être courageux, c'est savoir que nous avons peur, affronter cette peur et grandir avec elle. Donc, comme message de fin, je vous dirais simplement, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de ne pas réussir ou de décevoir vos parents en faisant X ou Y chose. Ayez simplement peur de ne pas vivre votre vie. Ouais. Ayez simplement peur d'avoir peur et surtout, ayez simplement peur de ne pas vous aimer comme vous le devrez. Enfin, je pense que la conclusion, elle est toute donnée, mon cher Junior. Merci. Et comme on dit souvent, arrêtez de rêver vos vies, vivez vos rêves. Et ça, c'est en tout cas le message qu'on envoie aux téléspectateurs de Génération News sur Medi 1. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Junior, je rappelle que tu es étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Genèse, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News, étudiant en journalisme et communication. Rostel, ça a été un plaisir, première participation, tu reviens quand tu veux, évidemment, étudiant en informatique, et Edwin, diplômé en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.